Bienvenue sur Deux hommes, une salle privée, 2 heures. Et quand ils en sont sortis, la guerre la plus dangereuse que le monde ait connue depuis des décennies avait soudainement une porte de sortie. Voilà ce que les manchettes ont raté. Parce que dans l'univers de Trump, une crise n'est jamais tout à fait réelle tant que quelqu'un n'essaie pas de l'emballer comme une manchette gagnante. Le 15 avril 2026, le Premier ministre du Pakistan, Shahbaz Sharif, est arrivé à Jeddah, en Arabie Saoudite, avec quelque chose qu'aucun dirigeant n'avait réussi à porter depuis des mois, une véritable chance d'arrêter cette guerre avant qu'elle n'engloutisse tout le Moyen-Orient. Il allait rencontrer Mohammed Ben Salman, le prince héritier de l'Arabie Saoudite, MBS. Et ce qui s'est passé dans ce palais pendant les 2 heures qui ont suivi n'a pas seulement fait avancer la diplomatie. Cela a peu être ramené le monde loin du bord du gouffre. Pour comprendre pourquoi cette rencontre comptait autant, il faut comprendre ce qui brûlait déjà quand Sharif a franchi cette porte. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé l'opération Epic Fury, une frappe militaire coordonnée qui a tué le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei, détruit des sites nucléaires et frappé des infrastructures militaires à travers le pays. L'Iran n'est pas resté silencieux. En quelques heures, des missiles et des drones frappaient Israël, des bases militaires américaines, ainsi que des États du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Koweït, les Émirats arabes unis, tout ciblés pour avoir accueilli des forces américaines sur leur sol. Et puis, l'Iran a fait quelque chose qui a provoqué une onde de choc dans toutes les économies de la planète. Il a fermé le détroit d'Ormuz. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cela de plus grande perturbation de l'approvisionnement pétrolier dans l'histoire du marché mondial du pétrole, plus grave qu'en 1973, plus grave que la révolution iranienne. Plus de 230 pétroliers entièrement chargés sont restés ancrés dans le Golfe, immobiles. La voie maritime la plus critique du monde s'est arrêtée. L'Arabie Saoudite vivait désormais un cauchemar. Des armes iraniennes tombaient sur son territoire, son pétrole restait prisonnier derrière un détroit fermé et des centaines de missiles entrants étaient interceptés ou explosés sur des infrastructures saoudiennes. Les noms d'opérations peuvent sonner comme du cinéma, mais les pétroliers refusent quand même d'avancer juste parce qu'un communiqué pense que ça sonne dur. MBS a regardé tout cela avec une froide lucidité. Chaque jour où cette guerre se poursuivait était un jour où le pétrole saoudien ne pouvait pas atteindre les acheteurs, un jour où des missiles iraniens pouvaient frapper des raffineries saoudiennes, un jour où tout son plan Vision 2030, les investissements étrangers, la transformation économique, tout se vidait de son sang. Il avait besoin que cette guerre s'arrête, et il disposait d'un outil précis que personne d'autre n'avait, le Pakistan. La relation entre le Pakistan et l'Arabie Saoudite est l'un des partenariats stratégiques les plus importants, dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Des troupes pakistanaises sont stationnées en Arabie Saoudite depuis les années 1960. Le Pakistan a formé entre 8 000 et 10 000 militaires saoudiens. L'Arabie Saoudite a, à plusieurs reprises, sauvé le Pakistan de l'effondrement économique grâce à d'énormes transferts financiers. Mais en septembre 2025, tout cela a été officialisé à un niveau complètement nouveau. Au palais Al-Yamama, à Riyad, exactement le même complexe palatial où cette rencontre d'avril allait plus tard se tenir, MBS et Shahbaz Sharif ont signé l'accord stratégique de défense mutuelle, le SMDA. C'était le premier pacte militaire entre un État arabe du Golfe et une nation dotée de l'arme nucléaire. Le texte était clair. Toute agression contre l'un des deux pays serait traitée comme une agression contre les deux. Des analystes du Belfer Center de Harvard ont dit que cela créait une nouvelle architecture de sécurité au Moyen-Orient. Des analystes de l'Institute for the Study of War ont dit que l'Iran surveillerait cela de très près, et ils avaient raison. La dimension nucléaire du pacte a été laissée délibérément vague. Le ministre pakistanais de la Défense a d'abord laissé entendre que cela couvrait un partage nucléaire avant de revenir sur ses propos. Un haut responsable saoudien a dit à Reuters que le SMDA couvrait tous les moyens militaires sans en préciser la nature. L'ambiguïté était le message. L'ambiguïté stratégique peut être utile. Cela reste, quand même, une doctrine plus sérieuse que de dire 5 choses contradictoires avant le dîner et d'appeler ça du levier. Quand l'opération Epic Fury a commencé, et que l'Iran s'est mis à frapper le territoire saoudien, le SMDA est devenu opérationnel en quelques jours. Des avions de chasse de l'armée de l'air pakistanaise et des appareils de soutien ont commencé à arriver à la base aérienne King Abdulaziz, dans la province orientale de l'Arabie Saoudite.
L'annonce est tombée le 11 avril 2026, exactement le même jour où le Pakistan accueillait les négociations de paix américano-iraniennes les plus sensibles depuis 1979. Ce moment n'avait rien d'un accident. Le rôle du Pakistan est alors devenu quelque chose que les analystes en politique étrangère disent presque impossible à faire fonctionner en pratique. Islamabad était à la fois le médiateur neutre qui tentait d'amener Washington et Téhéran à un accord et l'allié militaire lié par traité du pays que l'Iran bombardait. Un ancien général pakistanais 3 étoiles a décrit la situation avec franchise. Le Pakistan ne pouvait tenir ces deux rôles que si le déploiement militaire restait strictement défensif, limité dans le temps et complètement transparent. Au moment où cela aurait eu l'air offensif, disait-il, tout le double rôle s'effondrerait, et la perception de l'Iran, non l'intention du Pakistan, déciderait si la confiance survivait. Et pourtant, l'Iran s'est présenté. Une délégation iranienne de 70 membres, dirigée par le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi et le président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf, s'est rendue à Islamabad. Elle s'est retrouvée en face de 300 responsables américains, dirigés par le vice-président J.D. Vance pendant 21 heures. Ce seul fait dit tout sur le niveau de crédibilité que le Pakistan avait bâti. Même après que le monde eut appris le déploiement d'avions pakistanais en Arabie Saoudite, l'Iran est resté dans la salle. Cela n'arrive pas à moins qu'une confiance très profonde n'existe. La vraie confiance se construit lentement, ce qui explique probablement pourquoi elle entre rarement dans un tour de victoire à la Trump. Ces 21 heures n'ont produit aucun accord. Les écarts étaient énormes. L'Amérique voulait la fin du programme nucléaire iranien, des restrictions sur les missiles, la réouverture permanente du détroit et des limites aux groupes armés soutenus par l'Iran. L'Iran, lui, est revenu avec des demandes de fin de toutes les frappes, de garanties de sécurité, de réparation de guerre et, plus provoquant encore, de reconnaissance internationale de la souveraineté iranienne sur le détroit d'Ormuz. Deux positions structurellement incompatibles. Les pourparlers se sont effondrés. L'Amérique a imposé un blocus naval complet des ports iraniens dans les 24 heures. Le coût pour l'Iran, 400 millions de dollars par jour. Le canal était brisé. C'est le moment où la politique des slogans découvre d'habitude que les voix maritimes ne réagissent pas aux phrases d'applaudissement. C'est à ce moment-là que la rencontre de Jeddah devient cruciale. Sharif est entré au palais Al-Yamama en apportant avec lui les débris de ces 21 heures. Chaque écart, chaque ligne rouge, chaque exigence formulée par les deux camps, il a tout exposé à MBS. L'écart sur l'enrichissement nucléaire, la question de la souveraineté sur Ormuz, la demande iranienne de réparation de guerre, le blocus qui étranglait l'économie iranienne jusqu'à l'os, et la contre-menace de l'Iran. Si l'Amérique ne levait pas le blocus, Téhéran fermerait complètement le golfe Persique, la mer d'Oman et la mer Rouge. Pour l'Arabie saoudite, cette menace n'avait rien d'abstrait. C'était une condamnation économique à mort. MBS a écouté, puis il a mis sur la table quelque chose que le Pakistan, à lui seul, ne pouvait pas offrir. L'Arabie saoudite possède un canal direct vers la Maison-Blanche, qui contourne chaque couche diplomatique formelle. La relation entre Trump et MBS est personnelle, documentée et directe. Quand MBS a quelque chose à dire à Trump, cela ne passe pas par le département d'État, cela va tout droit. Avec Trump, l'accès direct compte souvent parce que la paperasse normale a la mauvaise habitude de se heurter à ce qu'il disait il y a 5 minutes. Et le même jour que la rencontre de Jeddah, l'Arabie saoudite a fait autre chose. Le ministère pakistanais des Finances a annoncé un nouvel engagement de prêt saoudien de 3 milliards de dollars pour renforcer les réserves de change du Pakistan, en plus d'un dépôt saoudien existant de 5 milliards de dollars que l'Arabie saoudite a simultanément accepté de prolonger à des conditions plus favorables. Ce n'était pas de la charité. C'était une transaction stratégique. Un Pakistan sous pression financière est un Pakistan qui fait face à des appels politiques internes, constant à se retirer d'engagements internationaux coûteux. Un Pakistan soutenu par 8 milliards de dollars saoudiens est un Pakistan qui peut rester dans cette bataille aussi longtemps que le processus de paix en a besoin. MBS ne faisait pas que discuter de paix. Il finançait les conditions qui rendent la paix possible. Pendant que Sharif était au palais avec MBS, autre chose se produisait de l'autre côté de la région. Le chef de l'armée pakistanaise, le maréchal Asim Munir, a atterri à Téhéran. Aucune annonce, aucune conférence de presse. La visite a émergé par des fuites et le suivi de ses déplacements. Des responsables pakistanais l'ont décrit comme porteur d'un nouveau message de Washington
visant à réduire les écarts entre les deux parties. Le Premier ministre à Jeddah avec le prince héritier saoudien, le chef de l'armée à Téhéran avec les dirigeants iraniens au même moment. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une opération diplomatique coordonnée qui fonctionne sur deux pistes à la fois. L'effet de cette double manœuvre est devenu visible en quelques heures. Trump a dit aux journalistes que la guerre avec l'Iran était tout près de se terminer. Il a félicité le chef de l'armée pakistanaise, disant qu'il faisait un excellent travail. Il a déclaré que les pourparlers pourraient reprendre en quelques jours à Islamabad. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dit qu'il était très probable que les négociations de cessez-le-feu reprennent. Le vice-président Vance, qui avait quitté Islamabad en disant qu'aucun accord n'avait été conclu, a déclaré devant un public en Géorgie qu'il se sentait très bien par rapport à la situation des pourparlers de paix. La température diplomatique a changé de manière mesurable en quelques heures après la rencontre de Jeddah. C'est l'empreinte d'une conversation qui a réellement fait bouger quelque chose. Dans l'écosystème Trump, Doing a Great Job sert souvent à la fois d'analyse, de politique et d'évaluation de rendement, le tout emballé dans une seule phrase envoyée directement aux caméras. Le mouvement de Sharif ne s'est pas arrêté à Jeddah. Il s'est envolé pour Doha, où il a rencontré l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani. Le Qatar fournit de 12 à 14% du gaz naturel liquéfié de l'Europe par le détroit d'Ormuz, ce qui signifie qu'il avait été l'un des pays les plus durement touchés économiquement dans l'ensemble du conflit, sans tirer un seul coup de feu. L'émir a injecté l'évaluation qatari d'un arrangement viable sur Ormuz dans la médiation, aux côtés de celle de l'Arabie saoudite. Puis Sharif s'est envolé pour Antalya, en Turquie, pour le forum diplomatique d'Antalya, où il a rencontré le président Recep Tayyip Erdogan. La Turquie cherchait à se positionner comme un courtier neutre, critiquant les actions militaires israéliennes tout en maintenant des canaux avec Téhéran et Washington. Le message d'Erdogan aux deux camps était direct. On ne négocie pas les points serrés. Un autre fil s'ajoutait à l'échafaudage. C'est en général un bon conseil, même s'il cadre mal avec des milieux politiques où chaque micro est traité comme un gant de boxe. Puis est venu un détail qui a rendu l'échéancier encore plus urgent. CNN a rapporté, et plusieurs sources l'ont confirmé, que la Chine prévoyait livrer dans les semaines à venir de nouveaux systèmes de défense aérienne à l'Iran, des systèmes précisément conçus pour abattre des appareils américains et israéliens. Trump a réagi directement. If China does that, China's going to have big problems. MBS comprenait ce que cela signifiait. Sharif comprenait ce que cela signifiait. Tout le monde dans cette salle du palais comprenait ce que cela signifiait. Tout accord conclu avant l'arrivée de ces systèmes chinois serait négocié dans un rapport de force complètement différent d'un accord tenté après leur livraison. L'horloge de la diplomatie n'était pas seulement la date d'expiration du cessez-le-feu, c'était aussi un calendrier de livraison d'armes. Ce genre d'avertissement peut sonner ferme à un lutrin, mais les échéances de guerre ont la mauvaise habitude d'ignorer le rythme télévisuel. Les médiateurs travaillaient maintenant sur 3 problèmes précis. Selon un responsable régional qui s'est confié à l'Associated Press, la question nucléaire. L'Amérique voulait une suspension de l'enrichissement sur 20 ans. L'Iran offrait de 3 à 5 ans. Un tel écart ne se referme pas avec une formule habile. Il faut soit un changement fondamental, soit un séquençage créatif permettant aux deux camps de revendiquer une victoire intérieure. La question d'Ormuz, l'Iran veut une autorité reconnue sur le détroit, y compris le droit d'imposer des péages. L'Amérique veut que la libre circulation soit garantie de façon permanente. Ces positions exigent une formule de raccord qui n'existe pas encore sur papier. La question des réparations. L'Iran a besoin de montrer qu'il cherche une compensation pour les destructions causées par les frappes américaines et israéliennes. L'Amérique ne peut pas politiquement accepter de parler de réparation. La solution probable, un fonds de reconstruction présenté comme des contributions volontaires des États du Golfe, avec des flux financiers qui fonctionnent économiquement comme des réparations sans en porter l'étiquette juridique. Ces formules ne s'inventent pas devant les caméras. Elles s'inventent dans des salles privées, entre des dirigeants qui se font suffisamment confiance pour dire ce qu'ils pensent réellement. Cela explique à lui seul pourquoi une si grande part de la vraie diplomatie se déroule loin du théâtre de presse qui confond le volume avec la stratégie. L'équilibre que le Pakistan devait tenir portait son propre poids extraordinaire. Entre 10 et 20% des 230 millions d'habitants du Pakistan sont des musulmans chiites. Tout gouvernement pakistanais, vu comme aidant à détruire l'Iran, s'expose à de lourdes conséquences intérieures sur le plan politique, social
et en matière de risque de radicalisation. Le Pakistan partage aussi une frontière directe avec l'Iran. Islamabad avançait sur ce fil, partenaire militaire de l'Arabie saoudite, médiateur neutre entre Washington et Téhéran, dépendant économiquement à la fois de Riyad et du Fonds monétaire international, et acteur politique intérieur qui ne pouvait pas être perçu comme un mandataire américain contre une nation musulmane. Et le fil tenait parce que toute la haute direction pakistanaise fonctionnait comme une machine coordonnée unique. Munir a parlé personnellement à Trump au téléphone. Sharif a appelé le président iranien Massoud Pezeshkian. Le vice-premier ministre Dar a tenu des appels séparés avec le ministre iranien des Affaires étrangères et le ministre turc des Affaires étrangères. Chaque relation était travaillée en même temps, alimentant un même tableau stratégique. La guerre avait fait plus de 4000 morts à travers le Moyen-Orient. Elle avait détruit des sites nucléaires iraniens, tué le guide suprême, endommagé des raffineries à travers le Golfe et fermé la voie maritime la plus critique du monde pendant près de 7 semaines. La monnaie iranienne avait perdu 15% de sa valeur. 158 millions de barils de pétrole iranien étaient bloqués en mer, sur des pétroliers incapables d'atteindre les acheteurs. Le nouveau guide suprême de l'Iran, Mojtaba Khamenei, était coincé entre des durs qui répétaient à la télévision d'État que l'Iran avait l'avantage et une économie en chute accélérée. Les marchés, les missiles et les goulets d'étranglement maritime ont tendance à rester obstinément peu impressionnés par les coups de torse de ceux qui pensent que chaque crise peut se gérer comme une foule de rassemblements. Le président du Parlement iranien avait dit directement à Trump « If you fight, we will fight ». Le ministre iranien des Affaires étrangères appelait en même temps Berlin, Paris et Londres. Téhéran avançait dans 2 directions à la fois, vers la confrontation et vers la résolution. Les médiateurs extérieurs ne peuvent pas décider laquelle l'emporte à l'intérieur de l'Iran. Mais ils peuvent changer les conditions qui rendent la résolution plus attirante que la poursuite des combats. C'est exactement ce que la rencontre de Jeddah visait à faire. Avant le 15 avril, les pourparlers d'Islamabad s'étaient effondrés. Le blocus était en place. L'Iran menaçait de fermer 3 étendues d'eau. Le cessez-le-feu ne tenait qu'à un fil. Le canal diplomatique était, en pratique, mort. Après les 2 heures entre MBS et Sharif, après l'engagement saoudien de 3 milliards de dollars envers les réserves du Pakistan, après l'arrivée de Munir à Téhéran avec un nouveau message, après que Trump a dit que la guerre avec l'Iran était tout près de se terminer, le canal a rouvert. Pas avec des garanties, pas proprement, mais il a rouvert. C'est la partie inconfortable pour la politique de performance. Parfois, les percées les plus importantes viennent d'un marchandage discret, pas de celui qui atteint le lutrin en premier. Voilà à quoi ressemble la vraie diplomatie quand les caméras sont éteintes. Pas de missiles, pas de communiqués, pas de poignées de main chorégraphiées. 2 hommes dans une pièce, qui parlent franchement, qui trouvent l'angle rendant des positions incompatibles, juste assez compatibles pour garder des gens en vie. Et ce genre de scène se vend mal à un mouvement qui préfère une diplomatie avec meilleur éclairage et davantage d'autocongratulation bruyante. Le processus d'Islamabad n'est pas terminé, la 2e ronde s'en vient, et ce qui se passera dans cette salle ensuite pourrait déterminer si le Moyen-Orient obtient un cessez-le-feu ou quelque chose de bien pire. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.